We're very happy to open the second day of the conference, Contradiction, Antagonism and Negativity. We have been talking yesterday on several interventions more on the question of antagonism, but several elements of negativity has also been brought in, I would say, by the performance of Michala Julinova, but also an intervention of Chiara Palermo. Today we will now go further in this questioning of the notion of negativity, with also two of the interventions that will be more constructed, starting from an artwork as such. And there is, I think, a very interesting bridge also to what Albert Heta brought yesterday as possibility of pre-enactment according to Marshall. I think that there is really maybe some, let's say there is something that is given as understood in the intervention of Jenny, and this will be also the case for my intervention, that those artworks we are talking about are bringing with them possibility to read and an understanding of these questions we are discussing. So I'm very pleased to have Jenny here today, Jennifer Lauro Mariani. She works in our research unit since a long time, and she is a theater director and activist, I would say. So it means that she is active in theater, not only in, we think always art director is the one who directs sitting in the front. And that's really not true. And that's really not what it is, and that is not really your job. No. Your job with theater and with theater groups coming from different fields is also the bringing together of the content of the piece, of the energy of the group, of working with the theatrical material. Mm-hmm. And this brings you also to another part of your life, that is the writing. There is a writing for this work on group, but there is also a writing on art history theories, that brought you to a PhD at the École des Hautes Études on theatrical questions. And the topic you will talk about, the Marthaler pieces you will talk about, is one of was a part also of the longer work you did for your PhD, and you are still working on this material. So we are very happy to have you here with us today. Thank you very much. I will make my presentation in French, but if there is other person who needs an English version, there is one written. Donc, j'ai intitulé ma communication « Le ressassement comme subversion à la clôture du présent », pour parler de l'esthétique théâtrale de Marthaler. Il ne faut pas que je me rapproche trop non plus. Et donc je vais expliciter ce que j'entends par ressassement et pourquoi je pense que c'est un point qui peut venir s'articuler avec nos réflexions sur la contradiction, les antagonismes et la négativité. Lorsqu'on évoque le ressassement, la première image, du moins la plus commune qui vient à l'esprit, c'est celle de quelqu'un qui répète inlassablement la même chose, les mêmes gestes, les mêmes mots. Et si c'est évident que ça sous-entend une certaine récurrence, ça appelle aussi l'idée d'une forme de rumination. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en général, la rumination n'est pas très valorisée et que ce n'est pas un caractère particulièrement héroïque. Donc c'est d'ordinairement
assez mal vu de se laisser aller au ressassement, et ça véhicule l'idée qu'il y a une forme de soubassement, enfin, ça sous-entend en fait un soubassement plutôt réactionnaire ou au moins rétrograde. Donc le ressassement, ordinairement, c'est considéré comme une manœuvre stérile, vaine, et à consonance nostalgique dans un sens plutôt négatif. Or, le ressassement dont j'aimerais vous présenter quelques éléments aujourd'hui, ce principe qui, je crois, est utile pour penser le geste de Christoph Marthaler, le metteur en scène suisse-allemand, est totalement différent de ces idées reçues sur le ressassement. Au contraire, c'est justement parce qu'il développe une pratique qui est pleine de répétitions, de gestes en apparence inutiles, improductifs, manqués, de phrases avortées, d'évocations qui semblent passéistes, que son esthétique théâtrale s'avère d'une grande richesse, que seule une fréquentation patiente permet d'approcher dans toute sa valeur, et qui permet de considérer, dans le champ de l'art, ce qui s'exprime dans des termes ou des formes en apparence négatifs ou contrariés, peuvent s'avérer très utiles pour réfléchir notre condition présente, condition historique, j'entends. C'est un des sujets qui m'intéresse particulièrement, c'est comment les œuvres peuvent venir contenir des pensées ou des figurations sur le temps présent, et ça dans une perspective historique. Donc, je pars du principe, et c'est désormais largement admis, que donc, le régime d'historicité dans lequel on est pris, c'est-à-dire les conditions historiques et temporelles dans lesquelles nous vivons, sont depuis la fin du XXe siècle, bien que ça implique évidemment plein de spécificités culturelles, nationales différentes, et qu'on ne peut pas tout réduire à l'Europe, mais néanmoins, il y a des grandes tendances. Donc ce régime d'historicité se manifeste à travers un sentiment d'accélération du temps, mais pas seulement, aussi d'une difficulté à articuler ensemble les catégories du passé, du présent et du futur. Cette pensée, elle est avancée par de nombreux historiens et historiennes, et notamment, elle a été étudiée en France par un historien qui s'appelle François Hartog, qui est aussi directeur d'études à l'EHESS, avec qui on avait travaillé il y a quelques années, et qui a, pour parler de ce phénomène, pour l'approcher, pour l'étudier, recouru au terme présentisme. Donc, en regard, par exemple, d'époques qu'on a nommées futuristes. C'est le mot qu'il utilise pour désigner donc la condition dans laquelle on est prise. Cette condition, elle est repérable à travers plusieurs symptômes, on pourrait dire. Donc, d'abord, comme ce terme l'indique, le fait qu'un présent, une forme de présent perpétuel ou un présent monstre, parfois il est écrit, aurait étendu son emprise sur notre rapport à l'histoire, et que cette ascendance du présent découlerait la difficulté qu'on a à se représenter, justement, et à être mobile vis-à-vis de la question du passé et du futur. Donc, cela implique forcément une capacité un peu minée dans la réflexion critique, puisque ne pouvant pas articuler différents rapports au temps, ce présent a aussi pour effet de boucher la vue, en quelque sorte, dans un sens et dans l'autre. Par ailleurs, en plus de ce discours du tout présent, qui est aussi sous-tendu par une idéologie assez néolibérale et assez agressive, il y a un rapport miné au futur qui est donné sous une seule et même condition, c'est-à-dire le « There is no alternative » de Margaret Thatcher, qui pourtant a déjà 40 ans, mais qui continue d'être véhiculé comme ça, comme étant, si vous voulez, comme si
Le devenir était un entonnoir qui ne pouvait aller que dans une seule direction. Mais là n'est pas le seul symptôme du présentisme. Le présentisme, il se donne aussi dans un rapport problématique à la mémoire et dans une certaine substitution de la mémoire aux histoires, soit la disparition ou la difficulté à mener une réflexion historienne au profit d'une progression immodérée de la mémoire, et presque simultanément aussi d'une place croissante donnée à la patrimonialisation dans l'espace public. Ça ne veut absolument pas dire qu'il ne faut pas considérer la mémoire pour faire d'histoire, ni le patrimoine, ni les commémorations, mais que la manière dont elles se présentent dans notre espace, dans l'espace public, sont généralement mises en place, sont des modes d'appropriation de l'histoire qui sont mises en avant pour servir des politiques plutôt présentistes. Donc l'idée que Hartog transmet par rapport à ça, c'est le fait que les appels officiels à la mémoire ou au souvenir dissimulent souvent un effondrement de ce qu'il nomme, je cite, la présence du passé, qui est remplacée par une appropriation plus affective et affectée, mais aussi avec un caractère très immédiat, donc une commémoration en chasse une autre en quelque sorte, ce qui fait que malgré la place hégémonique de la mémoire dans nos sociétés, la possibilité de faire un vrai travail de mémoire, j'ai envie de dire, un travail argumenté, critique, et qui peut servir pour la société, et elle-même, ce travail-là est empêché. Donc, on serait pris dans cette temporalité qui est marquée non seulement par la discontinuité, mais aussi réduite au présent de l'individu, induisant, et ça c'est un autre historien qui le dit, Paul Zawadzki, une perte d'altérité du passé et du futur. Cette question de l'altérité des traces, elle est pour moi, enfin des traces du passé, en tout cas des ressources avec lesquelles on peut penser notre condition historique, elle est pour moi très très importante. Donc cette hypothèse du présentisme que je vous ai brièvement rapportée, elle m'intéresse moi beaucoup pour penser les phénomènes théâtraux. Parce que c'est vrai évidemment de plein d'œuvres d'art, mais je pense quand même que le spectacle vivant a une dimension fait avec le temps, et notamment avec le temps humain, par la présence des acteurs sur scène, qui fait qu'on peut difficilement penser le théâtre sans penser le temps, et qu'on peut aussi difficilement penser le théâtre sans réfléchir à qu'est-ce qu'il nous raconte de la société dans laquelle il s'inscrit. En tout cas, c'est ma perspective. Plus généralement, je pense que le théâtre a ce facteur en fait d'être une forme d'archive anthropologique endurante. C'est une citation qui m'a beaucoup plu, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut regarder aussi les œuvres, c'est-à-dire un endroit où se rencontre cette dimension de l'archive et en même temps de l'archive performée. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous présenter avec le théâtre de Marthaler. Quelques mots sur Marthaler en général. Donc son esthétique, elle est reconnaissable par un art de l'assemblage. C'est un des premiers points qui viendrait quand on parle de son travail. C'est toujours des spectacles faits de briques et de broc. Et en même temps, cet assemblage, il est assez cocasse, absurde, mais toujours très gracieux. Et il est gracieux parce qu'il est porté par un fil rouge qui est musical. C'est un metteur en scène assez prolifique, qui travaille depuis les années 80, le début des années 80. Et ses créations se déclinent en 3 types de travail pour la scène. Des mises en scène d'opéra, des mises en scène de textes dramatiques existants, donc Shakespeare, Horvat, Tchekhov, et enfin des mises en scène qu'on dit plus personnelles, c'est comme ça qu'elles sont appelées en général, et qui ne reposent sur aucun texte préétabli, mais naissent plutôt pour un lieu spécifique. Donc en général, ce sont des spectacles qui sont faits pour des enceintes qui ne sont pas des théâtres, mais ça peut être aussi des spectacles qui décident de traiter un thème
en particulier. Par exemple, la lacune ou la crise migratoire en Europe. Enfin, voilà, ça peut être des thèmes très, très différents qui ont toujours une petite teinte de réflexion sur l'histoire néanmoins. Donc c'est pour ça que moi ces spectacles m'intéressent, c'est aussi parce que ils sont ceux dans lesquels l'esthétique de Marthaler sont les traits importants de son esthétique sont les plus clairs, parce qu'il n'y a pas aussi cette présence de l'œuvre, donc on comprend exactement ce qui se passe et ce qu'il produit avec son équipe. Et je pense que c'est aussi ceux dans lesquels une position éthique, une réflexion par la forme sur l'éthique est la plus importante. Et enfin, c'est aussi les formes de spectacle dans lesquelles la réflexion sur l'histoire est la plus présente. Par ailleurs, comme le disait Bernard tout à l'heure en introduction, ce sont aussi... Donc, Marthaler est un metteur en scène qui travaille beaucoup en collectif et qui n'a pas du tout cette figure du démiurge qui dit « on va faire ça », mais qui fait une grande place à son équipe, à ses interprètes. Il travaille avec les mêmes personnes depuis presque 40 ans, même si de nouveaux interviennent. Et ça, je trouve que c'est très intéressant aussi, parce que ça fait de ces spectacles, de ces créations, des laboratoires de recherche collective, où l'enjeu est vraiment d'essayer d'attraper quelque chose de l'air du temps, de cette sensation de dans quoi vit-on, ou dans quel temps vit-on. Donc, esthétiquement parlant, la question du rapport au présent et de sa subversion, puisque c'est l'enjeu de ma communication, vous montrer comment cette forme, pour moi, elle subvertit la question du présent, ou du présent monstre, c'est repérable à plusieurs caractéristiques, donc notamment le chant choral. Les personnages de Marthaler chantent tout le temps, fredonnent, souvent ensemble, parfois chacun dans leur coin, mais néanmoins le chant est toujours très très important. Et ça a pour effet de nous mettre face à une micro-société, c'est-à-dire qu'on voit qu'ils ont une langue commune qui est le chant et la musique, alors que, d'ailleurs, c'est des spectacles qui sont assez plutôt multilingues, on y parle plein de langues et on n'y dit pas forcément grand-chose de très rationnel, semble-t-il. Mais néanmoins, la langue commune de ces sociétés, c'est vraiment le chant et la musique, ce qui est aussi très important. L'autre trait très important, c'est la question du rythme. Et comment les rythmes sont gérés dans ces spectacles, et notamment l'alternance des rythmes. Il n'y a pas de continuité, jamais, et pourtant on rentre vraiment dans un temps entier, mais qui est sans cesse secoué, fracassé. Et du coup, je vais vous montrer quand même quelques extraits pour que vous puissiez vous faire une petite idée de cette esthétique. Je vais faire ça.
nichts. Woran liegt's, meine Damen und Herren? Und das Chaos sei willkommen, denn die Ordnung hat versagt.
Will ich mich überhaupt fortpflanzen? Die Zukunft löst diese Fragen ganz anders. Unsere Firma Organogenesis kann aus einigen wenigen Zellen einer menschlichen Vorhaut 1,5 Hektar Haut herstellen. Ja, wir werden mit Sicherheit noch mehr solche Dinge herausfinden, zum Beispiel wie man den Fettstoffwechsel stimuliert, sodass man statt einem Trockenstück 3 füttern kann, ohne fett zu werden. Jörg? Aber das ist eigentlich eine Sackgasse. In Einzelfällen, etwa bei Langstreckenpiloten, können auch Eingriffe in den wachen Schlafrhythmus von Vorteil sein, doch sie werden immer auch Nebenwirkungen haben. Und wenn einer mit 85 noch durchvögeln will, bis ihm der Sack abfällt, dann soll er das doch tun. Irgendwann kommt er schon drauf, dass das auch nicht sehr sinnstiftend ist. Die Zukunft braucht starke Menschen. Jetzt wird der Versuch gemacht, eine aktive Bekämpfung der Gemeinschaftsfremden voranzutreiben. Als Anlage druckt Ihnen unser Informationsdienst an jedem Messestand einen Erhebungsbogen aus. Mit dem können Sie nicht nur die chronisch Kranken, sondern jetzt auch die Asozialen im Bereich Großwien erfassen. Für jede Meldung bei unserem Informationsamt, die Sie persönlich... Je vais vous montrer un dernier extrait.
Donc, voilà quelques aperçus de l'esthétique de Christoph Marthaler. Les extraits sont tous empruntés à un même spectacle qui s'appelle Schutz vor der Zukunft et qui a été créé en 2005 à Vienne. Et voilà, j'avais envie de vous montrer comment dans un même spectacle, en fait, il pouvait y avoir des choses de manière... des types de gestes et d'attitudes qui cohabitent. Donc, comme vous avez pu le voir, les personnages sur scène attendent beaucoup, n'ont jamais tout à fait l'air d'être vraiment à l'aise. En même temps, ils n'y attachent pas beaucoup d'importance. Et surtout, ils sont particulièrement maladroits. Ils tombent, ils renversent toutes sortes d'objets, s'accrochent, sont parcourus de tics assez envahissants, ou encore se retrouvent coincés dans des positions saugrenues, sans pouvoir en sortir. Ce recours au gag et au non-sens est une autre caractéristique très typique des créations de Marthaler. Stéphanie Karp, qui est dramaturge et qui collabore avec lui depuis les années 90, raconte ainsi ce qui se passe sur scène. Je cite : « Ce sont des répétitions qui tournent à vide, pas d'individus, mais un collectif involontaire, pas de dialogue, mais des approches ratées, de manière générale, autisme, pas de contact visuel. Et avant tout, aucun développement, aucun sens. La base de beaucoup d'œuvres, et plus particulièrement de celles qui ont été composées librement, sans pièces, livrets ou compositions existantes, sont structurées comme une longue attente sans raison, ou encore un échec sans fin. » Au-delà de cette description, qui n'est pas, sans insister sur la part bloquée, avortée des actions, quand il y en a, des personnages de Marthaler, je pense qu'il y a un autre niveau encore où on peut percevoir le goût du ressassement du metteur en scène, pas seulement des activités de ces personnages. Donc ça a lieu dans la récurrence de certains chants, certaines matières, certains matériaux qui sont utilisés sur scène, mais aussi des éléments, des accessoires, éléments de décor. Et enfin de certaines présences amies, au titre desquelles des arias de Franz Schubert qui reviennent souvent, des textes de Samuel Beckett, des musiques de Erik Satie et aussi des poèmes de Kurt Schwitters. Et par exemple, Schwitters, ces poèmes, ils ont été utilisés des années 80 à maintenant à plusieurs reprises dans différents spectacles, et souvent même le même poème. Par exemple, Ribble Bobble Pimlico, qui revient de 1980 à 2021, la dernière création. Donc, en plus de toutes ces manifestations, pour moi, la présence de ces œuvres, elles insistent sur le fait que Marthaler, en les ressassant, en les répétant, en les remettant en scène, il signale, par rapport à cette question du présent, la nécessité de faire résonner en fait, ces présences du passé, ces autres temporalités historiques, comme si à chaque fois il sondait, en les remettant, la possibilité qu'elles apparaissent dans le présent. C'est ce que dit aussi le comédien Graham Valentine quand il parle de la répétition. Il dit, chez Marthaler, donc je cite là encore, « La répétition ne surgit qu'en partie de ce qui est clos. Si on répète, c'est parce qu'on cherche à se projeter par le mouvement de la répétition dans une autre stratosphère, dans un autre univers. La répétition, c'est une forme de mélancolie. On se répète pour atteindre une explosion. Et la répétition, ce n'est pas du désespoir, mais de l'optimisme. Ce n'est jamais fini. On peut se répéter 10 000 fois, on gardera toujours espoir. Peut-être qu'à la prochaine répétition, on débouchera dans un autre monde, peut-être au paradis. Chaque naissance est une répétition, il n'y a qu'à penser à Dante et au cercle de l'enfer qu'il traverse avant d'arriver au purgatoire. On se retrouve toujours livré aux mêmes horreurs, aux mêmes choses épouvantables, aux mêmes expériences terrifiantes. On espère pouvoir se détacher de l'orbite comme une étoile. Ça peut mener à la destruction comme à un autre monde. C'est le principe de la vie, l'espoir. Dans les créations de Marthaler, on garde toujours espoir. Pas de résignation. La résignation est pire que le désespoir.
Le désespoir, c'est un état extrême, la résignation, c'est la mort, et il n'y a pas de ça chez Marthaler. » Fin de citation. Donc, si, en effet, la question de la répétition et du présent bloqué, du temps arrêté, elle est très, très présente, en fait, dans ces spectacles, ce qu'indique cette citation de Valentine, et ce que je crois aussi quand on voit ces spectacles, c'est que c'est plutôt pour essayer de transposer un temps bloqué au théâtre et d'en faire une expérience différente qui permet éventuellement de considérer comment on pourrait remettre en mouvement le temps et le rapport à l'histoire, comment on peut laisser de l'espace pour que résonnent de nouveau des connexions. Et c'est ce qui, moi, m'intéresse dans la lecture historique, enfin de la représentation historique qu'on peut faire dans les spectacles de Marthaler. Dans un texte donc, de Stéphanie Karp, dramaturge qui a beaucoup travaillé avec lui, un texte que je vous ai déjà cité un peu plus tôt, dit que justement assume complètement cette chose, que leur but avec leur spectacle, c'est de traiter la thématique temporelle pour parler du pouvoir et pour parler du rapport, des rapports de pouvoir qui s'exercent. Pour ce faire, elle utilise explicitement une référence à Walter Benjamin en affirmant que l'un des objectifs de leur création, c'est de parvenir à transmettre sensiblement la différence entre un temps vidé, un temps vide sous-entendu anhistorique, et un temps plein qui serait quant à lui chargé de passé et d'avenir. Le théâtre de Marthaler, on pourrait dire ainsi qu'il agit vis-à-vis du monde à la manière d'un négatif photographique. Le temps de l'accélération, qui est dicté par le néolibéralisme, celui qui dissimule justement une forme de vide derrière l'apparence du mouvement, elle est ici raillée, et ce temps-là est rayé et donc subverti par la lenteur, par le ressassement. Et alors, nous, en tant que spectateurs, quand on partage un moment scénique où justement il semble ne rien se passer, ce qui semble être désigné, c'est justement qu'un renversement du sens peut avoir cours, et même qu'il est probablement nécessaire, et que de pouvoir désamorcer la sensation d'un temps qui serait pauvre parce qu'il ne se passe rien, et d'entendre comment un temps devrait retrouver une possibilité d'être habité par la musique, là en l'occurrence souvent par la résonance, par la poésie, et venir signaler, comme le dit Stéphanie Karp, une fêlure dans le cours du temps qui permette le souvenir. En proposant de développer cette acuité, entre guillemets, par la suspension de l'action, Marthaler nous invite à développer une capacité d'attention et même d'empathie aux vies impuissantes. Et c'est pourquoi on trouve plein de figures endormies dans son théâtre. Marthaler et Karp disent que, je cite, « En dormant et en rêvant, les personnages manifestent une autre possibilité d'être, exclue de l'existence quotidienne. » Donc vous avez vu que ce n'était pas que nostalgique, c'est aussi, on a souvent parlé de requiem pour ce spectacle, mais c'est aussi assez comique. Et le fait que ces figures se cognent, bredouillent, s'interrompent et retombent en enfance en un claquement de doigts, malgré l'engourdissement dont ça témoigne, ça sous-entend aussi qu'elles sont celles qui peuvent jouer jusqu'au bout et qui peuvent recommencer toujours, comme le disait Valentine. Et en ce sens, je pense qu'à la manière du polichinelle décrit par Agamben, et dont Bernard parlera probablement tout à l'heure, les figures qui peuplent le théâtre de Christoph Marthaler, par leur refus de se conformer à la marche forcée d'un progrès, par leur caractère intempestif, exigent certainement une autre politique, et une politique du corps, enfin en tout cas dans laquelle le corps a une place importante, et la nécessité à faire place à du temps vide dans notre présent. Voilà, en ce sens, pour conclure, je pense qu'il faut revenir sur l'étymologie du sens de ressassement. Ressassement, étymologiquement, en français, ça veut dire passer au sas, c'est-à-dire vraiment utiliser un tamis. Et je pense que c'est exactement ce qui se passe dans les spectacles de Marthaler, et pourquoi ce sont des œuvres intéressantes. C'est que la répétition et l'utilisation de ces matériaux au fur et à mesure
C'est comme une manière de pouvoir sortir ce qui, dans notre présent, va pouvoir être utile. Comme s'il fallait à chaque fois faire ce travail très très patient pour aller prendre les quelques pépites qui pourraient nous servir à se positionner de manière critique par rapport à notre condition historique. Et en ce sens, je pense que c'est un geste absolument vitaliste et pas du tout vain. Voilà, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you very much, Jenny, for your intervention. Are there some questions directly in French or English? Or please. There's so much to say. First of all, this is a really fascinating paper, and you actually proposed the answer to exactly what was my question in my own paper. So, very briefly, one question. What struck me so much in the end, the coupling of two normally antithetical, let's say, moods or affects, the comical and melancholy. Precisely not nostalgia, but melancholy. How do you position them together? And maybe one way to account for that strange pairing would be, given this is true, history in this historical sense is done, or at least ideologically defeated. We are thinking here about the mid-2000s. There is no alternative, by a kind of victorious presentism that deflates historical tension to some kind of longue durée of presence, where history is reduced to co-presence in space. If this is true, there cannot be any meaning. And then a world emptied from meaning, of course, is also in a way kind of comical. What kind of repetition you stage when your speech is devoid of meaning, because meaning needs a historical horizon. But maybe you can follow up from this. How do you then still get the trace of melancholia in a series of comical repetitions? It's a huge question. What can I say is that for me it's the same affect in the Marthaler's play, of course, because it's the point to be on this border that can be really fun and tragical in the same time. So I think this melancholy is necessary for this place where it's shown that something is missing and we maybe cannot go through again. That's what I feel about this otherness. Something is missing. And the music and the historical music can assume that also. We can feel something, but we don't know really what we are feeling, just what it's the rest. C'est ça, on peut dire le reste? What? Remnants? Yeah. I'm not sure I answer really to your question, because there's a lot of things in. But for the question of the presentism, what's important for me is that this character really quick of things, it's subvert by this melancholy and by this
place given to the affect and the body, because the body can véhiculer des choses, can carry on things that we can explain. So maybe the question you're posing is also about meaning. Where is the place of meaning? Is there a place of meaning? Is there, if there is no more history to construct meaning? So in your answer, if I understand well, there is also the question of the body that would carry not only the fact of being there, but also something about meaning. Yeah. That is before constructing, there is something about meaning. And I think for the question that Albert brings yesterday, it's a kind of preparation that Of pre-enactment. Yes. Pre-enactment. Feelings. This place for the body is to get back in somewhere, to be focused somewhere by the feeling, and then the meaning can maybe raised. Are there other questions in the? Just to rebound about the body that you're talking about, if it's so clumsy, the body of the actor, it echoes with the body of the spectator, and sometimes it's put in game like around the table, etc. And just a thing like this, it's maybe the meaning, the connection with present and with society, etc., is directly made through the spectators, through its connections with it, and in fact, just going around the perspective, dispositif of that we imagine with theater, with a spectator on one side, the show on the other, the spectacular on the other. This one is more immersive. Yes, and with the bodies, it's just going back with clumsiness, putting interrogation in the spectator, and then through the spectator, in the society behind them, why they are here, etc., etc. Yeah, some kind of contamination. It's probably the point of theater. Yes. We try to do that. But if I understand right, in the second part, the public is sitting on the scene, looking down the room. It's in dans un gradin, sur la deuxième partie. C'est ça Mais que tu c'est dis. pas là où il y a le rideau de scène? Non, c'est de l'autre côté. Il y a un gradin. Okay. No, in this place, the audience is moved in different kind of dispositif. Yeah, I really think it's the point for theater all the history of theater is about how do you not identify the audience with the characters on scene, but build a kind of suspended society that can give. So it should be a work of theater even now that to go around the perspective assignments, which makes something a kind of judgment of the spectator is in the dark. It's not an image. Yes. Okay. It's bodies. Okay. Yeah, of course. But even in other plays where he uses the theater as such, it's still not they're images. still not in the stage, because they walk out, smoke a cigarette, or they're always. But you have seen in the first extract that to go that makes me. Je peux le dire en français. Je ne sais pas si vous avez vu comment, pour aller à un point précis, ils font toujours le tour. Et ça, c'est une chose qui est fantastique. All the characters to go to a given place, they always take the longer way to go. Yes. I think it's really not just an anecdotic point. The detour has two meaning, just going but away. Even with our question and what is the what can assume art in
certain context that maybe going through the longer way, it can be really relevant. What you're saying, that art in condition of urgency, to get back to the question we had yesterday about history, given history in this, like, let's say in this moment of war, in art in condition of urgency can also use a method that is to go the longest way, Yeah. and not the directest way. Yeah, because in the urgency there is injunctions. So maybe it's a way to escape from them. To elaborate, Yeah. maybe also injunctions. Are there other questions? If not, we would maybe step over to the. I'm right. There is a performance now. So I propose you to go out the other way directly to the plateau Son to see the performance of Anna Holweg. Thank you very much. We're turning. You can let the stuff here.